Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, mais qui réalisent des choses, certes, quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui avec Hugo, nous avons eu la joie d'échanger avec Anthony Di Liberto. Qui est Anthony? C'est le frontman de Resolve, groupe de hardcore qui a été créé à Lyon en 2016. Je ne dis volontairement pas de style précis, vous comprendrez en écoutant l'épisode. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Anthony de son parcours, de sa vision de la vie, de la réussite, notre rapport avec les réseaux sociaux et ses conséquences en nous basant notamment sur certains de ses textes qu'il développe avec Resolve. Vous pouvez contacter Anthony et le suivre via son compte Instagram personnel en plus de celui de Resolve. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via ses lignes d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à une cinquantaine de bénévoles engagés. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Anthony. Salut Anthony. Salut les gars, merci de m'accueillir. Salut. Nous aussi, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast. Donc tu es frontman du groupe Resolve depuis la création du groupe. Déjà, comment tu définirais le style de Resolve? Parce qu'on écoute, c'est du metalcore, du post-hardcore. C'est quoi en fait le vrai style de Resolve? C'est une question qu'on nous pose souvent et c'est une question à laquelle on n'aime pas spécialement répondre dans le sens où on s'est pas vraiment posé la question quand on a commencé le groupe. On est plus dans une veine métal, le métal moderne, un petit peu mélo, tout ça. Ce que les gens appellent communément le metalcore, mais non, enfin, on s'en fout en fait. Ça a pas vraiment d'importance. On est le style que vous voulez. Ouais, vous voulez pas forcément rentrer dans des cases et puis vous faites en fait ce qui vous... Pas spécialement, ouais. On s'en fout un petit peu en fait. Ça a pas beaucoup d'importance pour nous. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'avant Resolve, tu étais dans un autre groupe, comment en fait la musique est venue à toi? Comment la musique, tu veux dire en général dans la vie? Ouais, voilà, ouais. Alors, la musique est venue à moi. En fait, je suis né dans la musique parce que mon père est aussi musicien. D'accord. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de ma vie, je me suis un peu imprégné de tout ça jusqu'à ce que je décide d'en faire très tôt. Et je pense il me semble que j'ai attaqué mon premier instrument sérieux, c'était la guitare. C'est toujours un peu le cas. Et j'ai attaqué ça aux alentours de mes 10 ans, je crois. Et voilà. Et ensuite, au fur et à mesure des rencontres, j'ai rejoint des groupes, j'ai fait mon petit chemin et jusqu'à en arriver là avec Resolve aujourd'hui. Et à côté, tu travailles ou tu fais que de la musique actuellement? Alors à côté, je suis musicien à temps plein. Je suis intermittent du spectacle, tout ça. Mais par contre, évidemment, on n'en est pas encore au point de gagner notre vie avec Resolve. Je suis pas fermé à l'idée et je pense que si on s'accroche un petit peu, à un moment donné, des portes s'ouvriront. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Donc ouais, j'ai d'autres groupes à côté justement qui me permettent de vivre, de manger, de faire des projets, tout ça quoi. Et toi, du coup, comme tu dédies on va dire ta carrière et ta vie à la musique, c'est pas forcément une voie traditionnelle, on va dire. Toi, tes parents, du coup, ils t'ont accompagné là-dedans ou ils t'ont, à un moment donné, ils t'ont dit non, ça serait peut-être bien que tu fasses autre chose? C'est une très bonne question. Mes parents ont eu le discours de tout bon parent, c'est-à-dire que moi c'est venu assez vite. J'ai assez vite voulu me lancer dans la musique en tant que métier. Sauf que c'est un petit peu utopique comme idée de vie et c'est très risqué. Donc mes parents, dans un premier temps, ils insistaient sur le fait qu'il me fallait un plan B. Je suis quelqu'un d'assez têtu et je l'ai pas fait. Donc je me suis vite retrouvé à quitter le cursus classique scolaire pour entrer dans une école de musique et je me suis lancé là-dedans et pendant des années c'était la galère jusqu'à ce que les choses se décantent et que j'arrive à en faire un métier quoi. Mais c'est vrai que c'est pas un métier, je trouve pas les mots, mais
c'est vrai que c'est pas un métier classique, ça reste quand même une situation un peu précaire entre guillemets. Donc ouais, on sait jamais de quoi l'année suivante sera faite. La preuve en est avec le Covid. Hein. Ouais. Pour parler un peu plus de Resolve, est-ce que tu peux nous expliquer en fait les thèmes que vous abordez dans vos différents titres? Bien sûr. En vérité, c'est souvent des thèmes récurrents qui collent plus ou moins avec ce que vous défendez, je pense. Les thèmes abordés, de toute façon, c'est les choses de la vie. C'est souvent des thèmes personnels ou des choses qui nous touchent. On n'est pas très originaux en termes de thèmes, comme en vérité beaucoup de groupes. Hein. Tout le monde parle un petit peu de ce qu'il vit et de comment il se sent, mais Ouais. les thèmes abordés dans les morceaux de Resolve, c'est souvent très psychologique en fait. C'est l'anxiété, c'est toutes les idées noires, c'est un tas de trucs. C'est aussi ce qui nous révolte un petit peu dans le monde d'aujourd'hui. C'est un petit peu politique. On essaye de pas trop se lancer là-dedans, mais malgré tout, c'est plus fort que nous. Il y a quand même des choses qu'on dit dans les morceaux, ceux qui sont sortis et ceux qui sortiront très vite. Et ouais, en vrai, c'est souvent ces thèmes-là. Hein. Si tu décortiques un peu les paroles, on parle beaucoup de la même chose en fait. C'est souvent moi et mes démons, et des démons que je partage avec des millions de personnes d'ailleurs. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a certains morceaux qui ont un petit peu résonné avec un plus large public que ce qu'on faisait au départ, parce que ça concerne beaucoup de gens en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question comme tu t'y attendais. Peut-être tu. Ouais, si, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est qu'il y a beaucoup de groupes, surtout dans ce milieu-là, qui traitent de ces sujets. Mais justement, je pense que c'est important parce que finalement, dans la société, on n'en parle pas tant que ça. De tout ce qui est rapport peut-être des fois à la dépression, des choses comme ça, c'est assez tabou finalement dans la société actuelle. Effectivement, je pense que c'est un petit peu tabou parce que on vit un petit peu dans un monde. On vit un petit peu. J'essaie de trouver les mots justes, mais c'est un petit peu un monde artificiel en fait, où tes réseaux sociaux sont ton image. Donc les gens ont un petit peu peur en fait de montrer cet aspect un peu plus dépressif en fait chez eux. Enfin tous les côtés noirs de ces personnes. Et je pense aussi que la raison pour laquelle on en parle peu, c'est que dans la musique mainstream, donc ce qui est le plus écouté par le grand public, c'est pas des thèmes très fun en fait, et ça fait rarement des chansons festives, ça fait rarement des trucs qui passent en radio et qui foutent la pêche. Et c'est aussi cet aspect que j'aime dans cette scène metal rock où on peut aborder des thèmes un peu plus durs sans avoir à se poser la question de est-ce que ça va faire du chiffre, est-ce qu'on va passer en radio ou quoi, puisqu'on s'en fout en fait. Donc ça nous permet d'être vachement plus libre dans les sujets qu'on traite. Mais et du coup, tu t'es plus dirigé vers ce style de musique par rapport à ces thèmes-là, ou c'était aussi une affinité, on va dire, musicale, ou il y a peut-être un peu des deux? Je sais pas trop. Je pense que c'est un peu inconscient en tout cas, mais c'est arrivé assez vite pour moi. J'écoutais très vite toute la scène rock, tout ça, comme tous les gens qui font partie de cette scène, mais je pense qu'aux alentours, vers 8 ans déjà, je commençais à écouter des trucs un peu plus agressifs que ce qui passe en radio, et je pense que c'est inconscient, mais c'est des choses qui me parlent plus, aussi bien dans l'émotion que dans ce qui est raconté, même si évidemment quand j'étais plus jeune, je comprenais pas toujours ce qui était raconté dans les chansons, tu vois, mais ouais, non, je pense que c'est une affinité assez naturelle, c'est pas... Ça fait aussi partie de mon cercle d'amis. En fait, j'étais beaucoup entouré de gens qui aimaient ça, donc je me suis vite senti à ma place, quoi. Et t'écoutes... Pardon, excuse-moi. Non, mais non, vas-y. Je pense que j'allais répondre à ce que tu allais me dire, mais j'écoute aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la musique rock, et de plus en plus, et je m'éloigne de plus en plus de la musique rock, metal. Pas quand j'écris, mais dans ce que j'écoute dans le quotidien, de fou, en fait. C'est de moins en moins mon choix numéro 1. Et ça reviendra. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi surtout dans le hardcore ou dans tous ces sous-genres, il y a beaucoup de groupes en fait qui commencent à faire des trucs un peu plus soft des fois aussi. Ouais, bien sûr. Après, soft ou pas, en fait, je pense que le son a besoin de changer parce que on a écouté beaucoup les mêmes choses. Il y a eu une grosse vague de groupes qui ont fait ce que le style est devenu, hein, mais maintenant si tu veux un petit peu sortir du lot, faut aussi écouter les influences d'aujourd'hui, ce qui te force pas à faire forcément des choses plus soft,
mais peut-être des choses plus complètes, peut-être plus actuelles. Et pour tous ces groupes en fait qui changent de style, je pense pas que ça soit forcément pour rentrer dans les cases d'aujourd'hui. Je sais pas, je vais prendre l'exemple typique, c'est très cliché, mais c'est un groupe qui se fait beaucoup descendre et pourtant qui réussit de manière ouf. Je pense à Bring Me, forcément. Bring Me the Horizon. Et eux, je pense que juste leur style change parce que au bout de tant d'années de carrière, t'as aussi envie de faire autre chose. Et souvent, les mecs se font insulter partout, sur les réseaux, machin. Tout le monde dit que c'était mieux avant, etc. Mais en fait, les mecs peuvent pas pondre 20 ans de musique en faisant toujours la même chose. C'est pas du tout stimulant, en fait, pour un artiste de tout le temps faire la même chose. Et c'est pas du tout stimulant de faire un album pour les gens. En premier lieu, faut que ton album te plaise à toi, en fait. Faut que tu sois fier de présenter ce que tu présentes. Là, j'ai un petit peu dérivé de la question, mais c'est un sujet qui me tient à cœur un petit peu. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé aussi avec Linkin Park à l'époque. Hein. Grave. Et aujourd'hui, c'est un des groupes les plus influents de tous les temps. Tout style confondu, d'ailleurs. C'est eux qui ont fait un petit peu la passerelle entre la pop et la musique plus rock. Donc, grand respect à eux. Et ils ont bien fait. Mais même quand tu prends... Enfin, on a un peu dévié, mais même quand tu prends effectivement Linkin Park, même après, au final, dans les textes, même sur le dernier album on va dire qui était beaucoup plus soft que les autres, par contre, les textes étaient quand même presque plus sombres que les premiers, au final. Hein. Donc effectivement, c'est plus après les influences qui évoluent, et puis c'est normal, parce que de toute façon, entre ce qu'ils disaient quand ils avaient 20 ans et puis après à 40 ans, ça bouge forcément. Quoi, ouais, c'est sûr. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que c'est une musique qui permet plus de liberté en termes de texte. Tu peux plus facilement parler de tes démons. Et je pense que, foncièrement, presque tout le monde est malheureux, en fait. Et cette musique, elle permet plus facilement de l'exprimer, peut-être plus que d'autres styles. Et donc, c'est normal qu'on retrouve ça dans les groupes rock comme Linkin Park et plein d'autres. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, justement, que tout le monde est malheureux. C'est vrai, en fait, je veux dire, tout le monde n'est pas heureux, comme en fait on veut nous le faire croire sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des choses comme ça. Bien sûr, je pense que tout le monde, au fond de soi, est pas toujours heureux, en tout cas. Tout le monde a une part un petit peu noire, tout le monde se pose des questions sur la vie, tout le monde passe des nuits à réfléchir. Ça fait partie du cycle, c'est comme ça. Et en fait, je pense qu'il est temps d'arrêter de le cacher, en fait. Il est temps d'arrêter de faire semblant tout le temps pour paraître équilibré. Parce qu'être équilibré, c'est aussi être un petit peu malheureux, ça fait juste partie de la vie et il faut apprendre à plus en parler autour de soi, de façon à ce que ça change, en fait, petit à petit. Mais ça me fait penser un peu, bah là, je sais pas si t'as écouté la semaine dernière le dernier titre de While She Sleep. Je l'ai écouté, ouais. Je l'ai écouté. Justement, eux, ils parlent dedans d'accepter ses émotions et ses états d'âme, on va dire, même négatifs. Quoi. Carrément, j'ai beaucoup aimé. Ils ont sorti une petite vidéo pour teaser le morceau où ils font un cercle avec des gens et ils donnent la parole à toutes ces personnes. Et c'est assez fou parce que tu vois que c'est plein de gens de plein d'univers sociaux. Ouais, c'est juste. Plein d'univers sociaux différents et tout le monde a le même discours, en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément une catégorie de personnes qui peut sombrer dans des pensées un peu noires. Je pense qu'on est tous un peu sujets à un moment donné dans notre vie à avoir des bas, quoi. La vie, c'est pas que des hauts, et ouais, c'est important de le mettre en avant, donc je trouve que c'est top ce qu'ils font. Puis, ça me fait d'ailleurs penser à autre chose. Dans la société, on parle souvent que le bonheur vient en gros avec l'argent, la célébrité, des choses comme ça. Je sais pas si tu connais sur YouTube le youtubeur Cyrus North. Je suis pas très YouTube, un petit peu, mais je suis pas très YouTube, donc non, je connais pas. Peut-être que je l'ai déjà vu sur une vidéo, mais... Lui, c'est un mec qui fait, en fait, on va dire qu'il fait de la démocratisation de la philosophie sur YouTube. Et il avait fait une vidéo d'ailleurs sur le bonheur, où il avait interviewé, il était allé en voyage dans différents pays, puis il avait interviewé des gens qui étaient des réfugiés, des choses comme ça. De plein de catégories différentes. Ouais, de plein de catégories différentes. Et puis, D'accord. Et puis en fait, il s'était rendu compte que finalement, en fait, quelle que soit on va dire la catégorie de personnes, le niveau de bonheur était très semblable en fait. Tu veux dire que tu sois aisé financièrement ou non? Ouais, parce qu'en fait, il disait, ouais, tu peux avoir un pic de bonheur ou un pic de malheur, mais finalement, au fil du temps,
ça en fait, ça fait un niveau moyen et qui est semblable à tout le monde. Je veux bien que tu m'envoies ce lien quand on aura terminé. Je te l'enverrai, ouais. Et du coup, ce qui montre, en fait, il montre que finalement, ça passe pas par ce que veut nous faire croire la société, en fait, le bonheur, on va dire. Non, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas de... Souvent, je vois des gens qui... Enfin, je suis souvent, là, surtout cette dernière année où il n'y a pas eu beaucoup d'activités, donc en vérité, j'ai quand même passé beaucoup de temps chez moi à traîner sur mon téléphone et à pas faire grand-chose, tu vois. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les sections commentaires de plein de trucs stupides. Et souvent, je vois des gens qui commentent sur tel ou tel post en disant à d'autres personnes t'as pas le droit de te plaindre, de toute façon, toi, t'es plus riche que nous, machin. En fait, je pense que peu importe où t'en es dans ta vie, que ça soit financier ou autre chose, t'as toujours le droit d'être pas bien. Il y a pas de situation pour se sentir heureux ou non, en fait. On n'est jamais dans la tête des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais je vois tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser quand Chester Bennington s'était suicidé. Moi, je travaillais et certains des collègues avaient dit ouais, de toute manière, c'est incompréhensible. En gros, il a de l'argent, il a de la célébrité, on comprend pas. Mais en fait, ça dépend pas du tout de ça. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Justement, la preuve en est. S'il était si heureux que ça, si l'argent rendait les gens heureux, les gens riches ne se suicideraient pas. Et souvent, c'est le cas. Parce que c'est pas, l'argent va pas résoudre tous tes problèmes, surtout tes problèmes intérieurs. L'argent peut te permettre d'acheter des choses, des biens, des trucs. Ok, peut-être que tu vas te faire plaisir, ça va peut-être te faire plaisir pendant un jour de t'acheter quelque chose. Mais la paix intérieure, elle s'achète pas, en fait. Donc, que tu sois riche ou pauvre, on est un petit peu tous dans la même situation, je pense. C'est sombre ce qu'on est en train de dire là. Hein. Ouais, non, mais bon, toi, tu penses que ça vient d'où, c'est un peu cette injonction au bonheur qu'il y a dans la société? Eh bien, je pense que si j'avais la réponse, je la partagerais avec tout le monde de façon à ce que les gens soient plus heureux. Mais en vérité, j'ai pas vraiment cette réponse. Je pense que si on creuse, on peut trouver un petit peu des raisons à tout ça, mais là, tout de suite, je saurais pas vraiment quoi te dire. Je pense que ça peut venir du regard des autres, ça peut venir du fait qu'il y a un tas de sujets tabous qui ne devraient pas l'être, en fait. Je pense qu'aucun sujet devrait être tabou. On devrait pouvoir parler de tout. Il y a des gens qui se sentent pas à leur place dans un tas de domaines. Enfin, je veux dire, pour un tas de raisons. Et je pense que ça peut vite jouer sur le moral global. Qu'est-ce qui peut rendre malheureux les gens? Tellement de choses, en fait. L'amour, le fait de pas se sentir aimé, de pas se sentir considéré, le fait d'être tout le temps en compétition avec d'autres, et encore plus avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée d'Instagram, de Facebook, de tout ça, où tout le monde montre sa vie. Souvent, tout le monde falsifie un peu sa vie. Et je pense que tu peux vite te sentir mal en voyant la vie des autres, en tout cas celle qu'ils te montrent. Tu vois ce que je veux? Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que tu peux vite perdre pied en voyant tous ces gens poster des trucs sur les réseaux et tu te dis assez facilement, putain, mais ils sont super heureux, en fait. Et moi, je le suis pas. Donc, comment ils font? Et commencer à devenir envieux et te lancer dans un cercle vicieux comme ça. Et c'est ça, je pense que c'est ça le vrai problème de... J'aime pas vraiment le terme dépression, mais quand t'as vraiment une période de bas, le vrai problème, c'est d'arriver à s'en sortir, en fait. Enfin, d'arriver à lever un petit peu la tête pour se dire, ok, ce qui fait que je vais pas bien, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et il faut que je me sépare de tel et tel truc. Il faut que j'arrête de vivre aussi dans une réalité virtuelle. Même si, bien évidemment, le malheur ne date pas d'Internet, mais il a été carrément amplifié avec ça, selon moi, en tout cas. Ouais, c'est clair, ouais. Je pense que les machines nous ont à leur merci depuis plusieurs années. Pour revenir un peu aux paroles dans certains de vos morceaux avec Resolve, dans All Sick and Straw, en fait, vous dites la richesse, c'est bien plus que ça, mais vous ne semblez pas comprendre quand j'ai traduit les paroles. Ouais, donc, en fait, avec tes paroles, tu sembles interroger le sens de la richesse et de la réussite. Pour toi, c'est quoi justement la réussite? La réussite, je vais essayer de répondre à la question concernant la richesse et la réussite en même temps. Mais en gros, Silk and Straw, c'est un petit peu ce texte, certes cliché, mais réaliste, et je le défends à 100%, parce que c'est des idées qu'on défend avec Resolve. Et je pense que justement, le sens de cette phrase, le sens de ce texte, c'est
c'est que la richesse, c'est pas seulement ton compte en banque, ça l'est même pas du tout en fait. La richesse, c'est ce que tu fais dans ta vie, c'est ce que tu es, et c'est toutes les petites traces que tu vas laisser au fur et à mesure de ton passage en fait. C'est tout le bien que tu peux faire autour de toi, et peu importe que t'aies un gros compte en banque, en fait, si t'as le cœur vide, tu es pauvre. c'est ça le sens de ce morceau. D'ailleurs, c'est un petit peu l'idée transmise dans le titre. Of Silk and Straw, ça veut dire de soie et de paille, de soie ou de paille, tu le traduis comme tu as envie, et c'est un petit peu cette contradiction entre la paille et la soie, tu vois, entre les gens d'en dessous et les gens du dessus. Et ce qu'on essaye de raconter dans ce truc-là, c'est qu'on est tous issus de la même planète, en fait, de la même espèce, et qu'on devrait plus apprendre à travailler ensemble plutôt que se faire la guerre. Tu vois, je me sens ridicule en expliquant ça, mais Non, mais... tu vois ce que je veux dire. Non, mais en fait, il y a presque même un lien avec des textes anciens, mais tout ce qui était en rapport avec le Memento Mori, ce genre de choses, où au final, tout le monde va mourir. Et puis, exactement, en fait. C'est exactement les phrases que j'utilise dans ce texte. C'est que peu importe ce qui se passe, on finira tous au même endroit, on finira tous de la même manière. Alors pourquoi se compliquer toujours la vie à se taper dessus, en fait? Est-ce qu'on pourrait pas seulement trouver un bon compromis pour construire et s'inspirer les uns des autres? Je pense que la clé est là. Si on apprenait à plus s'aimer et à s'inspirer les uns des autres, tout irait mieux. Ce qui est compliqué, je sais pas si c'est le terme, mais en fait j'ai l'impression que tu vois les gens qui, je sais pas, qui sont, alors c'est une généralité que je vais faire, c'est pas tous, mais qui ont beaucoup de pouvoir ou beaucoup de richesse, t'as l'impression qu'ils perdent cette notion de, finalement, je suis pas si important que ça, quoi, dans ce monde. Tu veux dire, redis-moi ce que tu viens de me dire. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu disais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, qui vont se croire beaucoup plus importants que ce qu'ils sont, en fait. Tu veux dire que ces gens-là verront le petit peuple comme moins important qu'eux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, en fait, ils perdent leur... Bien sûr. Ils perdent justement, je veux dire, nous, l'être humain, on va dire, à l'échelle de l'univers, on n'est pas grand-chose, et t'as l'impression que ces gens-là, ils perdent un peu cette notion aussi, quoi. De se dire, finalement, je veux dire, on vit en moyenne 80 ans, 85 ans, à l'échelle de l'univers ou même de la Terre, c'est pas grand-chose, et donc en fait, ils perdent un peu ce truc-là, quoi. La vérité, c'est que même, là, c'est encore une autre question, mais même la race humaine à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'humanité, non pas de l'humanité, du coup c'est faux, mais à l'échelle de la planète, on est 1 à 2 minutes en fait. Si l'histoire de la planète était une horloge, on serait 1 à 2 minutes. C'est même pas moi qui le dis, hein. C'est volé, mais je crois que c'est même à l'échelle d'un calendrier d'un an, qu'on serait les quelques dernières secondes de l'année. Et pourtant, on se considère malgré tout comme les maîtres du monde. Pour répondre rapidement à ce que tu disais avant, quand tu dis que les gens plus aisés oublient un petit peu la valeur de l'humain, je suis d'accord, mais je pense que si on était à leur place, je sais pas je suis pas sûr qu'on réagisse différemment en fait. Ah ouais, c'est dur, mais je pense... Parce qu'à part bien entendu, si tu viens d'une situation comme la nôtre et que d'un coup tu deviens très riche, peut-être que tu peux garder tes valeurs et ton éthique du passé. Mais je pense que quand tu nais là-dedans, si on t'apprend que la vie c'est comme ça va être difficile pour toi de comprendre que ce qu'on t'a appris est faux. Tu vois ce que je veux dire? On s'habitue tous à une situation, et si toute ta vie t'as été habitué à être aisé, à être blindé de pognon et pouvoir faire ce que t'as envie, et que tu vois que les autres galèrent, en fait tu vas pas forcément comprendre pourquoi ils galèrent. Et c'est pas vraiment de ta faute en fait, c'est l'éducation qu'on t'a donnée. Je pense que tu t'habitues à n'importe quelle situation, et que quoi qu'il arrive, t'en voudras toujours plus. Donc je suis pas en train de dédouaner les gens riches qui nous mettent... j'essaye de parler poliment, mais je vais pas le faire, parce que sinon je vais mettre trop de temps à trouver ma phrase, mais je suis pas en train de défendre les gens riches qui nous baisent à longueur de temps, tu vois. Mais il y a quand même cette notion de... en vrai, pour la plupart, c'est juste l'éducation qu'ils ont eue, et sont-ils vraiment responsables de leurs actes? Je ne sais pas. C'est une question compliquée en tout cas. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est que l'éducation joue énormément, de toute façon, sur qui tu deviens après. Hein. C'est sûr.
Dans Expose, tu dis... C'est vieux ça. Oula. Ah, je suis remonté loin. Tu dis, je me demande pourquoi je vis asphyxié par le devoir de réussite. Alors, je sais pas si tu es au courant de quelque chose, mais en fait, il faut savoir que chez les jeunes, donc on va dire les 15-29 ans, la difficulté de trouver sa place dans la société est une des causes principales de suicide chez cette tranche d'âge. Euh, est-ce que tu étais au courant Bah, de cette information et qu'est-ce que de ça toute t'évoque? façon, j'ai déjà vu passer ce genre d'infos parce que ça reste un sujet qui est, euh, qui est plus ou moins au cœur de ma vie. Donc, c'est des trucs qui me touchent et c'est des choses que je lis. Quand je vois passer certains articles là-dessus, je le lis automatiquement, en fait. Ça fait partie de mes centres d'intérêt premiers. Donc, ouais, en fait, ça me choque pas. Ça me choque pas. Par rapport à cette phrase dans Exposed, c'est pour un tas de raisons et ça rejoint aussi, je pense, ce que tu viens de dire par rapport aux jeunes. Mais moi, je suis un peu obsédé par j'ai la peur du temps. J'ai la peur du temps qui passe. J'ai la peur de pas assez bien faire. J'ai la peur de me retrouver à un certain âge et de pas avoir accompli ce que j'avais envie ou de pas avoir rendu les gens assez fiers. En fait, de pas être satisfait de mon temps de passage sur Terre. Et du coup, ça se ressent carrément dans les textes, dans n'importe quel texte. Même tu pourras prendre presque tous les morceaux. Je le cite, quoi, toujours. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça le sens de cette phrase dans Exposed. Mais c'est un devoir que je m'inflige. Quand je dis je parle aussi, je parle aussi pour les autres, mais Ouais. c'est un devoir qu'on s'inflige. On s'inflige de devoir réussir, mais au final, qu'est-ce que la réussite? C'est comme qu'est-ce que la richesse? La réussite, c'est toi qui décides en fait quand tu estimes avoir fait de ton mieux, quand tu estimes avoir réussi. Mais il y a des moments dans la journée où c'est plus difficile d'être réfléchi. Là, je parle, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis. Donc, je suis plus ou moins réfléchi dans mes propos. Mais je te promets pas que ce soir, quand je serai quand je serai tout seul dans mon lit à me poser des questions sur ma vie, peut-être que je serai vachement moins solide et je me dirais, putain, il y a rien qui va et voilà. Et je pense que c'est le cas pour plein de gens. Il y a des moments dans la journée où t'es plein de bonne volonté et, et tu te rends compte que tout n'est pas si noir et il y a des moments où c'est plus fort que toi, en fait. D'ailleurs, ce que tu dis, en fait, justement, ce devoir de réussite, c'est que quand t'es plus jeune, enfin, on est toujours jeune finalement, mais, mais quand t'es au lycée, tout ça, c'est qu'on te dit beaucoup, il faut faire des études pour avoir un boulot stable, une situation stable, machin. Et je pense, en fait, il y en a beaucoup, finalement, quand on parle peut-être de crise de quarantaine, cinquantaine, c'est peut-être des gens qui se rendent compte qui se disent, putain, en fait, j'ai fait une vie un peu pour correspondre à tout ça et je me rends compte que c'est déjà là j'ai déjà 40 ou 50 balais et j'ai pas fait ce que je voulais vraiment faire, Ça, quoi. c'est sûr. C'est même malheureusement la majorité des gens, je pense. Je pense que les mœurs, les directives qu'on nous donne aujourd'hui, que ça soit en termes d'éducation, ce qu'on nous raconte à la télé, dans les médias, ce que l'État essaye aussi de faire aux gens, ce qui est pas forcément négatif, mais on nous répète qu'il faut faire des études. Moi, je suis d'accord il faut faire un petit peu d'études pour assimiler un minimum de culture, pour pas être complètement paumé dans la vie, pour avoir les outils nécessaires pour ensuite construire une vie à son image, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas forcément partisan du fait de dire à des gamins, faut absolument que vous fassiez plus de 10 ans d'études après le bac. Si t'es pas médecin, tu rateras ta vie. Les métiers un peu plus fous, les métiers plus créatifs, l'artistique, tout ce qui découle de tout ça, c'est pas un bon métier, c'est un métier de saltimbanque, tous ces termes, en fait. Ça, moi, forcément, je suis pas du tout objectif là-dessus, mais forcément que ça me débecte parce qu'au final, tu dois laisser le choix, tu dois laisser le choix aux gens de se lancer dans la direction qu'ils ont choisie. C'est pas la télé et c'est pas les autres qui doivent te dire ce que tu dois faire de ta vie. Je pense que c'est pour ça que, comme tu le dis, y a beaucoup de gens qui arrivent à 40 et 50 ans et qui se remettent en question en se disant, putain, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Je parle beaucoup, hein, mais tu me poses que des questions qui m'animent, alors je suis refait de te répondre. Mais enfin, ouais, mais c'est intéressant ce que tu disais effectivement sur enfin, ce que tu disais avant, effectivement, le devoir de réussite, finalement, la réussite, c'est quelque chose que tu sauras choisir toi et pas laisser les autres te choisir à ta place. Ça, enfin, je trouve que c'est vachement intéressant, du coup, Bah ouais, en fait, faut comme, apprendre. comme propos. Ouais. Je suis pas le meilleur exemple, hein, au contraire, je mène aussi ce combat comme beaucoup de gens, mais je pense que c'est important d'apprendre à pas toujours se comparer. Enfin, si mes potes m'entendaient dire ça, ils me diraient que je me fous de la gueule du monde, mais
c'est important, pardon, d'apprendre à pas se comparer et à simplement toujours faire de son mieux à soi. Mais une fois que t'as le sentiment d'avoir fait de ton mieux, t'as réussi, en fait. La réussite, c'est simplement ça. Et si t'as la chance, en tout cas, si c'est ce que tu convoites, écoute, tant mieux, mais si t'as la chance d'être célèbre et machin, et reconnu, génial, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est mal. Peut-être que tu fais quelque chose de ouf. Pour toi, en tout cas. Mais c'est vrai que cette notion, moi, enfin, nous on aime bien le formuler comme ça, cette notion d'argent, de célébrité. En fait, ouais, quand ça vient, en fait, c'est pas une question de cracher dessus, mais en fait, faut peut-être que ça reste juste une conséquence des actions qu'on fait et pas un but, quoi, un but précis. En tout cas, concernant l'argent, je suis assez. J'ai rien contre l'argent. Forcément, l'argent c'est top. Si je peux en gagner, c'est génial. Si on peut en gagner, c'est top. Tous, hein, je veux dire. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui rendra ta vie plus belle au final. C'est tout. Du moment que t'as ce qu'il faut, il faut toujours se battre pour avoir un minimum, ce qu'il faut pour vivre tranquillement. Ça, c'est évident. Si tu peux te le permettre, en tout cas, il faut essayer de chercher ce truc-là, de chercher un minimum de confort pour être bien et pas constamment, constamment dans une situation délicate par rapport à ça, parce que sinon ça régit ta vie. Mais la finalité, ça reste tout ce qu'on vient de dire là, ces dernières 30 minutes. Ça a pas plus d'intérêt que ça, en fait. C'est seulement une monnaie d'échange pour survivre, pour le strict minimum, et tout le reste. Tes meilleurs souvenirs dans ta vie. Et j'ai que 26 ans, hein, donc je suis pas encore un vieux monsieur qui peut donner des leçons à qui que ce soit. Mais ouais, je pense que moi, en tout cas, tous les meilleurs souvenirs de ma vie, il y a aucun rapport avec l'argent. Jamais. Jamais. C'est toujours des moments humains, c'est toujours des moments de partage ou la réussite de quelque chose, mais c'est jamais lié à l'argent. T'es content quand t'as un truc qui tombe, d'un coup, bah tiens, tu récupères un peu de thunes. Génial, super. Mais par contre, t'oublies ça très vite. On s'en fout. Les meilleurs moments, c'est les moments humains, c'est la vraie vie, quoi. Mais tu vois, avant nous qu'on fasse ce projet-là, enfin, Since Nothing, on avait avec Hugo, on avait une marque de cookies frais à Annecy. Donc dans un autre domaine complètement différent, et en fait on côtoyait plus le milieu entrepreneurial d'Annecy. Ouais. Annecy, et en fait ouais, c'est assez friqué en plus. Ouais, c'est ça, mais en fait on se rend compte que dans ce milieu-là, ouais, ça parle énormément d'argent, de levée de fonds, machin, et en fait nous on s'était rendu compte à un moment donné, on s'est dit mais d'ailleurs c'est ce qui nous a fait arrêter un peu le premier projet, c'est qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là-dedans. Enfin, moi j'ai pas envie de passer ma vie en fait à parler d'argent, quoi. De toute façon, je pense que quand tu montes une entreprise, l'argent est au cœur des discussions, et plus ton entreprise se développe, plus l'argent est nécessaire pour payer les gens, pour développer, pour aller toujours plus loin. Mais c'est fait pour certaines personnes et c'est pas fait pour d'autres. C'est un choix de vie. Ouais, mais en fait, c'est que t'as l'impression, c'est qu'il y a un certain stade, ça dépasse la vraie raison du lancement de ton projet. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tu rentres dans ce truc-là, ouais, en fait, tu fais que des actions pour que ça grossisse plus vite, pour que ça gagne plus, etc., quoi. Et en fait, c'est un peu insupportable dans ce milieu-là, ce côté-là. Hein. Carrément. Pour revenir un peu à cette question de réseaux sociaux, je crois que t'en parles dans votre chanson qui s'appelle Binarity. Putain, t'es balèze, hein. Ouais, mais Ils sont renseignés, bien. Et c'est ce qu'on disait, c'est en fait ouais, c'est cool parce que c'est vrai que ça connecte les gens entre eux, mais c'est vrai que c'est devenu un accélérateur à la course au bonheur. Montrer sa vie, les gens se comparent. Ouais, bien sûr. Comment on pourrait, parce que c'est compliqué, mais comment justement on pourrait un peu s'en détacher et éviter de se comparer sans arrêt? En vérité, je pense que si tout le monde ne le fait pas, on pourra jamais le faire, en fait. C'est pas une... En fait, c'est trop tard. Enfin, c'est que là, c'est très très fataliste, hein, ce que je dis. C'est mal, je devrais pas dire ce genre de truc, mais c'est seulement mon avis. Je pense que depuis qu'Internet est arrivé, en fait, de toute manière, en tout cas depuis que les machines se développent, depuis que l'ordinateur est nécessaire, là on est en train de se parler à travers un ordinateur, tu vois, on n'est pas ensemble. Tout ça est devenu nécessaire et on se l'est rendu nécessaire. Et faire marche arrière, ça va être très compliqué. Donc je pense que voilà, en fait, faut faire un choix personnel et s'éloigner des réseaux si tu te rends compte que les réseaux te rendent malheureux.
Et ouais, en fait, faut arrêter de passer 8 heures par jour sur Instagram, Facebook et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, c'est là pour rester, je pense. Quand ces réseaux-là n'existeront plus, il y en aura d'autres. Ça sera toujours là. C'est trop tard. Le poison. Ouais, puis ils sont forts pour faire rester les gens le plus longtemps possible sur leur réseau. Ouais, bah après, ça c'est sûr. Mais je pense aussi que nous, on a un petit peu oublié à être fort par rapport à ça aussi. C'est super difficile de se priver de poser son téléphone, de le mettre de côté. Là, tu vois, j'ai eu le réflexe, on fait un truc ensemble. Mon téléphone, je l'ai pas avec moi. Mais je sais très bien qu'une fois que je vais terminer ce podcast, je vais aller regarder mon téléphone. Et probablement que vous ferez pareil. Et probablement que n'importe qui ferait comme ça, en fait. Parce que petit à petit, on se programme à agir comme ça. Et ouais, c'est un combat personnel à mener, mais on est un petit peu... c'est un peu Terminator, en fait, le monde d'aujourd'hui. Les machines nous ont sous leur contrôle. Mais on le sait juste pas encore. T'avais un moment, enfin notamment Instagram, ils avaient réfléchi, tu sais, avec le système de like, etc. En fait, à peut-être le supprimer, mais en fait au final, je sais même pas si c'est ça. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça au final, parce que c'est effectivement, enfin ce que disait Pierre, ouais, une fois que t'es dessus, eux, ils savent très bien enfin, c'est leur but aussi derrière, mais c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur plateforme. Bien sûr. Et je pense pas, oui, enfin après l'histoire des likes, c'était pas forcément le... Enfin, peut-être que ça pourra arranger quelques petits trucs, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça au final, quoi, de toute façon. Ouais, tu veux dire quand ils ont... J'avais pas compris. Quand ils ont retiré le compteur de likes sur Instagram? Ouais, bah, à un moment, ils réfléchissaient, ouais, à supprimer le fait de pouvoir liker Enfin, en tout cas, tu pouvais continuer à liker les photos, mais finalement, c'est pas encore été mis en place, mais de voir le chiffre apparaître, en fait, du nombre de likes que t'avais sur c'est en tes place photos. depuis des mois. Hein. Je vois plus les chiffres... Ah ouais, bah peut-être qu'ils l'ont fait peut-être en test chez certaines personnes. Ouais, mais ils sont en train de le mettre en place, alors. Nous, enfin, c'est pas chez nous, en tout cas. Mais nous, on voit les likes. Au final, oui, l'idée est pas mauvaise, mais ils font aussi ça pour se protéger. Parce que la vérité, c'est qu'eux, ils en ont rien à foutre. Ils font ça pour éviter de s'attirer trop les foudres. Mais en vrai, ils s'en foutent complètement. C'est un peu se donner bonne conscience, mais c'est faux, en fait. Bon, c'est mon avis, hein, mais... Non, parce que c'est vrai que c'est quand même... Enfin, ouais, il y a quand même plusieurs cas qui se passent des fois dans les médias, effectivement. Enfin, c'est plutôt... des très jeunes, on va dire, ouais. des 11-12 ans qui commencent un peu au collège, mais ouais, qui sont... je crois qu'il y avait eu des cas de suicide à cause de tout ça. C'est vrai que ça va quand même loin, en fait, au final. Bah ouais, mais enfin, toute cette influence qu'il y a derrière, bien sûr. En gros. Quoi. Mais c'est parce que comme on vit actuellement dans ce monde un petit peu virtuel, quand tu montres sur les réseaux ce que tu fais, si tout le monde s'en tape, tu te sens pas aimé, en fait. Et en tout cas pour les plus jeunes qui vivent à travers ça. Et plus le temps passe, plus ça peut devenir dur si pendant des mois et des mois et des mois, tout le monde s'en fout complètement de ce que tu fais. Quand t'es jeune et qu'on t'a appris que tu pouvais briller par les réseaux et que tu ne brilles pas selon toi, bah ouais, je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui en souffrent, en fait. Il faudrait vachement plus sensibiliser là-dessus. Alors expliquant que la vie, elle se passe pas sur le téléphone, qu'elle se passe dehors et que c'est pas parce que t'as pas de followers que t'es personne. On en a rien à foutre, en fait, de tout ça. Après, nous aussi, on le voit aussi en tant que groupe. Hein. Quand on poste un contenu, bah, ça fait très longtemps qu'on n'a rien posté, mais bientôt. Quand on poste un contenu et qu'on n'a pas les résultats qu'on attendait, ça nous touche malgré tout. Même si ça reste que du virtuel, tu es toujours touché quand le contenu que tu proposes est pas apprécié à la valeur que tu espérais qu'il le soit, tu vois. Après, de là à tenter sa santé personnelle, je ne pense pas. Hein, mais il y a des jeunes qui n'ont pas forcément cette... Il y a des jeunes qui sont nés aussi dans cette génération-là. Nous, on est nés avant et du coup, on a un petit peu plus la notion de ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Un gamin de 10-15 ans, bah, il est né avec Internet, il est presque né avec Instagram, donc c'est différent. Ah, et puis de manière, plus on avance, et puis plus c'est le cas, quoi. Je veux dire, là, tous les nouveaux qui arrivent, ouais, ils sont carrément nés avec. Hein. Bah ouais, bien sûr. T'as même des bébés qui ont un compte Instagram. Les parents leur créent des comptes Instagram.
Ouais, c'est Je ouf. vais pas Hein. mettre de gens à dos sur ce podcast, mais je trouve que c'est de la merde. Clairement, je trouve que c'est vraiment une erreur, en fait. C'est que mon avis, hein. Encore une fois, je juge personne. Je donne je dis ce que je pense. Vous m'avez invité, je dis ce que je pense. Ouais, mais du coup, c'est presque. Ouais, on en vient à un point où avant, enfin, je pense que les gens, au tout début, ils postaient certains trucs, mais maintenant, en fait, ouais, on vient même à partager les trucs les plus intimes, on va dire, de sa vie privée au grand public. Quoi. Carrément. Carrément. On fait même des comptes pour des chiens, des chats, Donc, ouais. Je sais pas trop où ça s'arrêtera, tout ça, mais je pense qu'on aura l'occasion de voir de nouvelles folies dans les années qui vont venir, ça c'est sûr. Moi, tu vois, c'est toujours aussi ce qui m'interroge, on en parlait l'autre fois avec Hugo, c'est des gens qui, on va dire, qui changent de style de vie, parce qu'ils se sont rendus compte peut-être que celui actuel ne leur convenait plus. Et en fait, il y en a beaucoup, ils ont ce besoin ouais, aussi de le partager absolument sur les réseaux sociaux, alors que finalement, tu changes de style de vie, ça te convient, t'es pas obligé de l'afficher à la gueule de tout le monde, quoi. Ouais. Et je me demandais aussi, mais pourquoi il y a ce besoin là, en ce moment, c'est la mode de ceux qui partent, qui font la van life, qui vivent dans des vannes ou dans des tiny houses, enfin, des toutes petites maisons. Il faut absolument qu'ils y partagent. Et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est quoi qui leur but? C'était vraiment de montrer que par rapport aux autres, ils vivent une vie différente ou Je en fait, je m'interroge je beaucoup. comprends tout à fait ce que tu dis. Après, j'essaye de moins en moins de juger cet aspect parce que je me dis que ça fait sûrement partie de la santé mentale des gens, en fait. T'as besoin de te sentir validé d'une certaine façon. Tu fais un truc bien, t'as envie de le montrer et t'as envie que les gens te félicitent de ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour se sentir exister. Et même si je valide pas forcément cette façon de faire, j'ai pas vraiment envie de me lancer dans un jugement parce que si eux ça leur fait du bien, d'avoir des likes et des commentaires et que les gens leur disent ouais trop bien ce que tu fais machin, génial. Puis d'une certaine façon, je suis honnête, j'en fais partie. Je suis dans un groupe de musique. Quand on poste quelque chose, on aime que les gens le voient, on aime que les gens nous complimentent sur ce qu'on a fait. Donc en fait, ça serait faux cul de ma part de te dire que, enfin, tu vois, je préfère être honnête. Hein. Pour partir un peu sur un autre sujet, c'est que dans notre société, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les artistes sont parfois vus comme des gens qui sont sortis un peu du cadre. Mhm. Est-ce qu'avec ta pratique ou ta vie en général, tu as l'impression de faire quelque chose en dehors des normes? Et est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais ou en fait non, tu t'es jamais trop posé la question, c'était juste faire ce que t'aimais en fait? Alors, pas du tout. Et pas du tout aux deux questions en fait. J'ai pas du tout l'impression de faire un truc hors des normes. Parce que la musique fait partie du quotidien de tout le monde, en fait. Mais il faut bien qu'il y en ait pour la faire. Parce qu'ils sont bien contents quand on l'a fait, ces gens. Et sinon, non, je cherchais pas un rythme de vie ou un style de vie différent des autres, en fait. Si j'avais été passionné d'informatique ou d'électricité ou de tout autre type de métier, je l'aurais fait, en fait. Ouais, ce qui me plaît, c'est la musique. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Après, c'est pas si différent de ce qu'on pense, en fait, que j'ai encore dit, en fait. C'est pas si différent de ce qu'on pense. Différent des autres métiers, je veux dire. Ouais, finalement, c'est vrai qu'on montre certains... En fait, ouais, mais c'est ça aussi, on montre certains aspects Ouais. Mais c'est comme un peu dans le tatou, finalement. Les gens ont une image, en fait, du métier de tatoueur, et quand tu regardes pour de vrai ce que c'est, finalement, tu te rends compte que c'est pas... Enfin, c'est classique, Bah quoi, ouais, finalement, c'est pas... un boulot, ça te demande autant d'investissement qu'un autre travail. T'as une routine, il y a des choses que t'adores faire et des choses que tu détestes faire. Et comme dans tous les métiers, il y a plus de contraintes que de bon côté, en fait. Et voilà. Après, c'est juste un choix. Tu choisis ton métier quand tu peux te le permettre. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, d'autres qui y arrivent. Et voilà. Et après, ouais, tu fais avec et t'essayes de rendre ça le plus cool possible, mais c'est pas si simple, c'est pas si fun que ce que les gens veulent bien dire, quoi. C'est souvent ceux qui sont pas dans le métier concerné qui donnent des leçons, d'ailleurs. Oh oui, ouais, ça je te confirme. Ouais. Et comment tu définirais, toi, la place de l'art et de la musique dans notre société? À quoi ça sert, d'après toi? À la rendre moins grise. En vrai, l'art, sous toutes ses formes, il est partout autour de nous. Absolument partout.
La musique, elle est partout. Je cite la musique en premier parce que c'est ce qu'on disait, mais l'image est partout, le dessin, tout type d'art. J'en oublie 12 000, hein, mais tout est de l'art, en fait. N'importe quoi. Même je sais pas, là, je plane un peu dans mes propos, mais une forme d'interrupteur. Là, j'ai un interrupteur devant moi, tu vois. Il y a bien quelqu'un qui l'a designé, ce truc-là. Il y a bien quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, cette forme, elle est jolie, elle est cool. Tout l'art est carrément présent autour de nous et il faut des gens avec des idées, il faut des créatifs. Il faut arrêter de penser que les créatifs sont des gens aisés, enfin pas aisés, mais que la vie est facile, que de toute façon tu vis de ta passion. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça en fait. Il faut des gens, pour faire ce métier. Il faut des gens pour faire de la musique, il faut des gens pour dessiner, il faut des gens pour designer des tapisseries, il faut des architectes, il faut tous ces métiers. Donc la place de l'art dans notre société, elle est primordiale en fait. Elle est primordiale. Elle est même numéro 1. C'est source de mince. C'est un échappatoire pour les gens, la culture, sous toutes ses formes. Ouais, et puis tout le monde, en fait, au final, tout le monde aussi peut... Des fois, on a cette image-là que l'art, c'est réservé à une certaine élite, mais finalement, tout le monde peut la pratiquer et tout le monde a accès à l'art. Bien sûr, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut danser, tout le monde peut créer quoi que ce soit. Et ça pourra que être mieux au fur et à mesure des années. Quand tu t'investis dans quelque chose, de toute manière, tu finis par progresser. Mais non, c'est pas réservé à une élite. Encore plus musique, dessin, toutes ces choses. La musique, plus le temps passe, plus tu peux en faire avec un budget très limité. Le dessin, c'est pareil. La danse, tu peux tout faire, en fait. Après, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Je réfléchis. Et pour finir, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de musicien et d'artiste ? Ce qui me rend le plus fier. Je pense que c'est le fait que toute ma jeunesse, comme plein de gens dans ma situation, je me suis fait beaucoup rabaisser. On m'a souvent dit que c'était pas un métier, qu'il fallait que je me réveille, que j'allais pas m'en sortir, que machin, que truc. Pas ma famille, hein. Ma famille a été super avec moi, mais tous les gens dans mon cursus scolaire, les gens qui m'entouraient. Et ce qui me rend le plus fier, c'est que je me rends compte que je fais, en tout cas dans ma vie, quand je discute avec tous ces gens, bah, je me rends compte que je suis beaucoup plus passionné qu'eux et que d'une certaine manière, j'ai mieux réussi. En fait, en m'écoutant et en m'accrochant à ce truc, bah ouais, je suis heureux et je suis fier aujourd'hui de m'en sortir en faisant ça. Et j'ai bien fait de pas les écouter. Et j'encourage les gens qui écouteront ce truc, qui se posent des questions sur quoi faire dans leur vie. Écoutez-vous, en fait. Si vous êtes persuadé que la solution, c'est ça, que ce qui vous plaît, c'est ça, faites-le. Et ouais, je pense que c'est ça qui me rend le plus fier, d'être toujours capable de faire de la musique aujourd'hui, de continuer de faire des projets, de pas avoir changé en cours de route et de m'accrocher à mes rêves, quels qu'ils soient, mais c'est ça qui me rend le plus fier. Et bah merci Anthony. Merci à vous, c'était un plaisir. J'ai beaucoup parlé, mais c'était un plaisir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur liveforyou.fr, rubrique blog, où vous y trouverez également les différents liens si vous souhaitez écouter quelques morceaux de Resolve. Nous mettons en plus la fameuse vidéo sur le bonheur de Serious North si le sujet vous intéresse. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Since Nothing en tapant since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et merci pour nous avoir écoutés. À bientôt.